un concept. C'est un concept qui est né en 2015 dans ma tête et dans la tête de mon associé Laurent. On a voulu faire quelque chose pour lutter contre l'usage du plastique, contre le plastique à usage unique, plus particulièrement sur les cartouches d'encre et de tonnerre qui polluaient les poubelles de nos entreprises respectives et pour lesquelles nous n'avions aucun moyen de retraiter en local ces déchets-là. Donc en 2015, on a réfléchi à un concept en se disant comment on peut valoriser, soit par le réemploi, soit par le recyclage, ces déchets-là. On s'est rendu compte qu'il y avait des solutions qui existaient en local, mais artisanales. Et c'est une bonne idée en soi, mais c'est un petit peu des systèmes anciens et qui finalement abîment les machines qui utilisent quand on recharge, la recharge d'encre ou de tonnerre. Nous, on voulait s'adresser à des entreprises ou à des organismes, donc avoir de la qualité au niveau de l'impression. Et donc on est allé chercher ce qui se passe ailleurs, on a fait un benchmark international et on s'est rendu compte qu'il y avait des solutions qui existaient de l'autre côté de la planète. Ça nous a pris 2-3 ans pour arriver à monter le concept et aller négocier avec les grands reconditionneurs de la planète. Et donc nous, petite île, au milieu du Pacifique, petit marché, petite entreprise nouvelle, on a eu un peu du mal à se faire entendre, mais après plusieurs échanges et une rencontre en France, on a réussi à signer un contrat qui nous a permis de mettre en place une filière. Alors j'ai eu la chance en fait de tomber sur une personne qui était pas française, étrangère, dans un poste qui avait beaucoup voyagé et qui connaissait beaucoup de continents et qui n'avait pas la notion, on va dire, du calcul rigide, mais plutôt de l'ouverture d'esprit des personnes avec qui il allait travailler. Donc il a compris qu'il y avait une vraie volonté de faire quelque chose et que le côté insulaire, notre insularité avec le traitement du déchet avait du sens. Et que même si on était loin, on pouvait participer d'une manière ou d'une autre à cette économie circulaire globale. L'économie circulaire globale, en gros, ça veut dire on prend une cartouche pleine, qu'elle soit neuve ou reconditionnée, on l'utilise, on la vide donc. Après, on la récupère, on la collecte, on la stocke, il y a une traçabilité, on la trie. Puis après, c'est renvoyé dans un centre de traitement. Alors, la Polynésie, c'est beaucoup trop petit pour avoir un centre de traitement, donc ces centres sont en Europe. Donc on renvoie en Europe. Et là, c'est trié, soit reconditionné, soit recyclé, je t'en parlerai plus tard. Mais on a une petite pierre que l'on peut mettre depuis, ou une petite perle que l'on peut mettre depuis Tahiti dans cette économie circulaire qui est planétaire. Et à force d'échanges, ils se sont rendus compte qu'on était vraiment très motivés. Et donc que c'était plus une histoire de taille de marché, mais que c'était plus pour eux, à la limite, une histoire de représentation à l'international. De dire que oui, ils sont capables d'avoir aussi une filière dans des petites îles du Pacifique. Et c'est comme ça qu'on a réussi à matcher en fait avec eux. Il y a les clients qui sont dans une démarche environnementale. Ceux-là comprennent très vite ce qu'on fait. Généralement, ils viennent nous chercher parce qu'on a un site internet qui est très explicatif sur ce qu'on fait. Et donc, avec eux, on est plus à discuter sur la manière dont on va mettre en œuvre l'économie circulaire au sein de leur propre structure. C'est-à-dire qu'est-ce que nous, on a à proposer pour mettre en œuvre cette économie circulaire. Et après, il y a des clients qui ne savent pas du tout comment ça se passe. Et là, effectivement, il y a des explications à donner parce que souvent, ils font ils ont des faux jugements, des mauvais jugements sur la qualité des cartouches reconditionnées qu'ils peuvent comparer avec des cartouches dites génériques ou compatibles. C'est des cartouches qui arrivent d'Asie, pas très chères, qui ne sont pas logotées avec les marques originales. Et ce sont bien souvent des copies, tout simplement, faites avec des matériaux de mauvaise qualité, donc de mauvaise impression. Et très souvent, les cartouches reconditionnées ou remises à neuf que nous commercialisons sont associées à ça. Donc on a du temps, on passe beaucoup de temps à expliquer que ce n'est pas ça. C'est autre chose. Et puis après, il y a le côté artisanal aussi local, qui est un bien, parce que ça permet de reconditionner des cartouches, mais c'est à un petit niveau. Et souvent, il y a eu des entreprises qui ont eu des mauvaises expériences de qualité, justement, avec l'utilisation de ces cartouches-là, et du coup, nous associent aussi à cette étape-là, alors qu'en fait, dans le développement du reconditionnement, dans l'histoire du reconditionnement, le tout début du reconditionnement, c'est artisanal, c'était ça. C'était ce qui se fait ici, ce qui se pratique. C'est-à-dire, c'est percer un trou dans le réservoir de la cartouche, remplir d'encre ou de tonnerre, remettre un point de colle, et on renvoie la cartouche. Et ça, on peut utiliser une fois, 2 fois, mais au bout d'un certain temps, comme les cartouches ne sont pas forcément nettoyées, ça vient encrasser les machines. Là, nous, on parle vraiment d'une démarche industrielle. Alors là aussi, il y a des clients qui disent « Oui, mais si c'est industriel, ça pollue ». Eh ben non. Si c'est industriel, c'est beaucoup plus fin, et donc tout est réemployé. Il faut savoir qu'une cartouche de tonnerre, ce sont des microparticules très très fines qui doivent être manipulées dans des chambres sous vide.
ou en tous les cas avec des types de masques que je ne vois pas en Polynésie, pour le bien et l'hygiène des travailleurs. Donc on est à un niveau industriel. Ces industriels, ce sont des producteurs à la base de cartouches qui, il y a une trentaine d'années, se sont dit, avec tout ce plastique qui part en déchets, on pourrait les réutiliser. Et donc ils ont développé des processus de reconditionnement. Qu'est-ce qu'un processus de reconditionnement? C'est on va prendre une cartouche, on va la démonter, une cartouche de tonnerre, on va la démonter intégralement, on va nettoyer toutes les pièces. Il y a des pièces d'usure, il y a des petits engrenages, il y a des petits ressorts, des petits clapets que l'on va changer par des pièces neuves parce qu'ils sont usés. On remonte la cartouche, on la remplit avec du tonnerre ou de l'encre, même niveau de qualité que les originales. Et puis après, on emballe et puis la cartouche refait un cycle en fait. On est là pour augmenter le nombre de cycles de vie d'une cartouche. Et irrémédiablement, cette cartouche, à mon avis, elle va arriver en fin de vie. Et donc quand elle arrive en fin de vie, elle est recyclée. Donc là, on démonte la cartouche, on sépare les matières, on broie les matières, ça devient des granulats de matières premières dites secondaires. Il y a des plastiques, il y a des métaux, il y a tout un tas de matières en fait. Et il y a la poudre aussi de tonnerre. Et tout ça est utilisé pour fabriquer les petites pièces d'usure dont je parlais au tout début dans la partie reconditionnement. Donc on est bien dans du réemploi, ou alors c'est réemployé dans l'industrie en général en Europe pour fabriquer tout un tas de choses, des peignes, des brosses à dents, du mobilier, que sais-je, jusqu'aux tuyaux de cuivre par exemple pour la plomberie. Donc on est vraiment dans une économie circulaire globale. Donc ça il faut l'expliquer à nos clients. Et certains clients nous disent oui mais on est loin de tout ça. Non, on n'est pas si loin que ça en fait, on est à un bateau de tout ça. Donc plutôt que ces déchets soient enfouis, alors soit en Polynésie, soit ailleurs dans le monde, nous on a créé cette filière de réemploi d'une manière, soit on remet à neuf, ou d'une autre, ça veut dire qu'on recycle. Souvent on me dit tu vends des cartouches d'encre ou des consommables d'impression, tu vends ou tu loues des machines d'impression, des photocopieurs. Je dis non. Moi ce que je commercialise, c'est une économie circulaire dans les impressions bureautiques. Il y a une fusée à 3 étages. Le premier étage c'est arrêtons d'imprimer. Ça peut paraître complètement bizarre parce que c'est mon cœur de métier, mais non, il faut arrêter d'imprimer. Ou en tous les cas, imprimer le moins possible. Donc pour ça, on va commercialiser de la dématérialisation. On appelle ça aussi la GED, la gestion électronique documentaire, qui revient à archiver des documents de manière digitale et non plus en version papier. Donc comme ça, on imprime le moins possible. Et aujourd'hui, une entreprise ou un organisme, elle doit imprimer à un moment donné. Donc quand on va imprimer le plus écologiquement possible. Et moi, j'aime bien le mot le plus éco-responsablement possible. Donc on va utiliser des machines éco-responsables, donc elles sont reconditionnées et elles sont vouées à être recyclées, et des consommables qui sont soit des originaux qui vont pouvoir être reconditionnés, soit des consommables reconditionnés déjà et donc qu'on va réutiliser. Et ça crée une boucle. Donc dans cette boucle de l'économie circulaire, ça c'est la partie physique. Mais tout ça doit répondre aussi à une économie circulaire, mais qui est pensée à la base. Donc c'est un système global. C'est-à-dire qu'on va intervenir, nous aussi, par exemple, pour conseiller les entreprises. Est-ce qu'elles utilisent les bonnes imprimantes ou les bons photocopieurs au bon endroit? Des fois, on va utiliser une petite machine qui est prévue pour imprimer 1000 pages par mois, et en fait, on va imprimer 30 000 pages dessus. Donc on va multiplier les cartouches à l'intérieur, parce qu'elles ne sont pas dimensionnées pour d'aussi grandes impressions. Et puis, on va trop utiliser la machine, donc elle va vieillir prématurément. Alors que dans le bureau d'à côté, on va avoir une imprimante qui est prévue pour imprimer 30 000 pages par mois et sur laquelle on n'imprime que 200 pages. Donc notre conseil, ça va être de dire à nos clients, peut-être vous pourriez inverser les imprimantes. Ou alors, là, vous avez beaucoup d'imprimantes, on peut réduire les imprimantes. Je parlais tout à l'heure, quand on a préparé l'impression, bien souvent, je me rends chez des clients, et ils ont des très beaux gros photocopieurs A3, qui impriment en A3, qui scannent en A3, puis quand on regarde le compteur, en fait, ils font 20 impressions A3 dans l'année. Donc c'est très énergivore, ça prend de la place, ça coûte de l'argent, l'entretien, c'est beaucoup de pièces, et tout ça pour produire très peu de choses. Alors qu'il vaudrait mieux avoir une imprimante A4 ou un petit photocopieur A4, qui est moins énergivore, et donc du coup on optimise les impressions. Après on peut aussi diminuer le nombre d'imprimantes, le nombre de photocopieurs dans une entreprise. On va appeler ça un pool, c'est-à-dire qu'on va ramener un photocopieur à disposition pour plusieurs personnes. En plus de ça, ça fait lever et marcher les travailleurs, les employés, donc ça participe aussi à leur bonne forme. Et puis quand on a à se lever pour aller chercher une impression, on n'imprime pas tout et n'importe quoi, on n'imprime que le juste nécessaire. Donc on a aussi une démarche, quelque part, sans le vouloir, qui devient éco-responsable. Donc on va faire du conseil.
On a créé un écolabel qui s'appelle Tahiti Print Eco-Friendly. C'est une vraie communauté aujourd'hui avec beaucoup d'entreprises qui ont intégré la communauté. Il y a différents niveaux dans cet écolabel, de l'insider qui vient juste de commencer la démarche, jusqu'au master qui lui utilise les machines reconditionnées, utilise des consommables reconditionnés, utilise notre collecte pour que ça reparte dans la filière de reconditionnement, de recyclage, va utiliser des logiciels d'optimisation d'impression, va dématérialiser, ou va utiliser du papier recyclé, parce qu'on fournit aussi du papier recyclé. En fait, on essaye d'aller dans un système 360 degrés dans l'économie circulaire pour les impressions ou la non-impression des documents. Ça amène de la sensibilisation, donc encore un autre côté. Donc on va sensibiliser les entreprises, on va sensibiliser les équipes des entreprises. On a l'habitude de jeter la cartouche, non, on va la mettre de côté pour la collecte. Quand on arrive à un tonnerre en bout de vie, on va avoir tendance à le changer quand il est à 10%, non. On continue à secouer, on le remet dans la machine, on va l'utiliser jusqu'au bout. On a des cartouches, par exemple, d'encre aujourd'hui, qui sont des cartouches reconditionnées, où on utilise des puces dessus. Par exemple, pour une certaine marque à 2 lettres commençant par H, la machine ne reconnaît pas la cartouche et donc ne peut pas utiliser le niveau. Souvent, quand on va sur une imprimante, on a les niveaux de cartouches. Sauf qu'en fait, d'avoir les niveaux de cartouches, c'est que l'imprimante en elle-même, elle a un petit programme à l'intérieur qui dit qu'une fois qu'on a fait tant d'impressions, la cartouche est vide, alors qu'en fait elle ne l'est pas vraiment. Mais on change la cartouche, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée des marques originales. Nous, les puces qui sont à l'intérieur des cartouches permettent de chanter cette partie-là, et donc on va utiliser la cartouche jusqu'au bout. Donc on va vider intégralement la cartouche. Alors c'est peut-être un peu pénible tous les jours parce qu'on ne sait pas trop où est le niveau de la cartouche, mais finalement les entreprises, elles se rendent compte qu'au bout d'un moment, elles font plus d'impression avec la même cartouche. Donc elles sont contentes. Elles ont gaspillé moins d'argent et nous, on a une cartouche qui revient plus vide, donc elle a duré plus longtemps. Voilà, c'est des petits trucs, mais c'est une pensée globale. Il faut avoir une pensée globale. Et la pensée globale, c'est de se dire qu'il faut penser loin. C'est pas une pensée court-termiste. Parce que finalement, moi, le service que je vends aujourd'hui, il est plus cher que le service de mes concurrents. Parce que une cartouche, une machine que j'importe, à un moment donné, je vais payer le voyage inverse pour retourner. Et puis une fois que ça arrive en Europe, je vais payer le fait de le reconditionner, de le recycler, donc je paye le retraitement. Mais tout ça, je paye ça, pourquoi? Parce que derrière, on a un bilan matière aux normes européennes. Et aujourd'hui, grâce à l'Europe, et quand même la Polynésie est un satellite de l'Europe, et donc il y a quand même des normes qui commencent à s'appliquer ici, on commence à demander des rapports RSE, responsabilités sociétaux environnementaux. On va commencer à demander donc, dans les rapports financiers ou donc, dans les rapports RSE des entreprises locales. Ce sont souvent les grands groupes qui amènent ça, puis finalement c'est en train de partir dans les autres entreprises et quelques organismes publics. Qu'est-ce que font les entreprises pour améliorer leur impact carbone? Pacifinc est une solution pour tout ce qui concerne le déchet principal d'une entreprise, qui est quand même la cartouche d'encre, la cartouche de tonnerre ou la partie impression. Donc voilà, cette pensée, elle est globale. Elle se dit comment j'améliore mon empreinte carbone, j'ai une solution dans l'impression, et en fait, c'est une boucle. C'est une boucle qui dit je vais penser mon organisation et ma structure pour minimiser mes impressions, et quand j'imprime, je vais penser le système pour qu'il soit le plus éco-responsable, le plus vertueux possible. Et ça fait une boucle où finalement on participe à quelque chose de plus grand et qui se joue au niveau planétaire. Parce que la cartouche que j'ai collectée en Polynésie, que j'ai renvoyée en Europe pour qu'elle soit reconditionnée, quand elle est reconditionnée, elle ne va pas forcément revenir en Polynésie. Elle va peut-être repartir dans un pays européen, elle va peut-être repartir dans un autre département d'outre-mer, elle va peut-être partir dans un autre pays du monde. Je n'en sais pas où, on ne sait pas où elle va. Parce qu'elle fait partie d'un flot en fait. Et ce flot, c'est autant de cartouches neuves, non produites. Produire une cartouche de tonnerre neuf, c'est en moyenne 9 litres de pétrole brut. Donc rénover ou remettre à neuf, c'est que 2 litres de pétrole brut. Donc on économise environ 7 litres de pétrole brut pour chaque cartouche de tonnerre que l'on reconditionne. Une entreprise petite, elle va avoir une cartouche de tonnerre ou deux dans l'année. Imaginons un groupe ici comme des groupes d'électricité, des groupes qui gèrent l'eau, des banques. Et imaginons des EPIC, certains EPIC qui vont fonctionner avec beaucoup d'impression. Imaginons le nombre de tonnerres que ça peut représenter. C'est assez grand. C'est monstrueux ce que ça peut représenter. Pour moi, il n'y a pas de petit marché. Il n'y a pas de marché où il y a un marché. Et à partir du moment où on a initié la démarche, le marché il existe. On va commencer à multiplier les actions. On va avoir de plus en plus de partenaires qui vont rentrer
dans la démarche. Donc du coup, le marché va croître. Et à un moment donné, il va représenter quelque chose. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'à un moment donné, ce soit la majorité qui rejoigne ce marché. Pas forcément mon entreprise, mais la démarche en elle-même. Et je n'ai pas pour ambition d'être grand, mais j'ai pour ambition de faire de grandes choses pour améliorer l'empreinte carbone, en fait. Donc l'idée, c'est pas d'avoir le plus grand nombre de clients, mais c'est d'avoir le plus grand nombre de clients concernés par la démarche et qui sont disposés à payer un peu plus cher, mais pour limiter leur impact et pour participer quelque part à la construction du monde de demain. C'est une petite goutte d'eau, mais une petite goutte d'eau, plus une petite goutte d'eau, plus une autre petite goutte d'eau, ça fait un ruisseau, puis des ruisseaux, ça fait une petite rivière, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que si on fait rien, alors pas de marché, on peut continuer à faire venir des cartouches pas chères, des machines pas chères, à remplacer par du neuf en permanence. Et puis après, nos déchets, on peut faire semblant qu'ils sont traités ou ne pas avoir la responsabilité d'eux, ou être dans le déni. Et à un moment donné, de se dire c'est bon, c'est enfoui, ou ça part là-bas en Asie, on ne sait pas trop où, ou ça part dans des chaînes de recyclage, mais on ne sait pas trop ce que ça devient. Ou alors, on peut avoir une vraie démarche consciente, responsable, avec un état de conscience assez éveillé, et se dire je participe à ma manière finalement à mon insularité. Parce que être dans un monde insulaire, c'est avoir la conscience de la gestion de ce qu'on fait. Toutes les actions que l'on mène sont importantes pour nos générations à venir. Mon entreprise, par exemple, j'ai beaucoup de jeunes. Comme tu as pu le remarquer, j'emploie des jeunes. Je forme des jeunes. J'ai des CVD. Certains me disent oui, c'est facile, tu prends des CVD, ça te coûte rien. Non, c'est pas une histoire d'argent, ça me coûte du temps. Parce qu'on forme. On forme à un métier et puis on forme à une pensée. Et puis c'est autant de personnes qui vont commencer à en parler autour d'elles et ainsi de suite. Donc c'est pas que l'environnement, c'est aussi la société. Comment est-ce que nos jeunes appréhendent le monde de demain? Est-ce qu'ils savent qu'il y a des solutions pour? Est-ce qu'ils participent à ces démarches? Pour moi, c'est une manière de les intégrer à cette démarche. Donc oui, j'ai une équipe très jeune qui est issue de stages essentiellement, qu'après ils ont eu leur CDI, mais ils sont pleinement investis dans ce qu'ils font. Voilà aussi une manière de développer cette activité, je veux dire, de réemploi en Polynésie. C'est de favoriser la jeunesse qui a des très bonnes idées. Et il ne faut pas qu'on ait peur aujourd'hui de cette jeunesse qui peut paraître parfois en décalage avec nous les anciens. Moi à 45 ans, je suis un peu vieux maintenant, j'ai basculé de l'autre côté, même si je reste jeune dans mon état d'esprit. Mais il faut écouter, il faut voir un peu quelles sont les pensées des jeunes qui peuvent dire il y a tel problème, et qu'est-ce que vous faites vous pour nous laisser un monde habitable demain. Et petit à petit, au tout début en 2018, quand Pacific a ouvert, c'était juste des consommables d'impression, donc on faisait juste des cartouches, on collectait des cartouches, on vendait des cartouches. Et aujourd'hui, on a toutes les activités dont je t'ai parlé. Et toutes ces activités-là sont arrivées au gré des expériences, soit avec les clients, enfin c'est pas des clients pour moi, ce sont des partenaires, soit des gens avec qui je travaille, des personnes qui constituent l'entreprise et qui ont à un moment donné amené l'idée en disant mais pourquoi on fait pas ci, pourquoi on ferait pas comme ça? Et la réponse est il n'y a pas de parce que, c'est on va faire et on met en œuvre. Alors dans 10 ans, je pense qu'il y aura toujours des impressions, mais qui seront minimes. Donc je pense que dans 10 ans, on sera à devoir gérer de la dématérialisation à outrance. Aujourd'hui, nous, on va favoriser un logiciel, une application qui s'appelle DocuWare. C'est une GED, c'est exactement un ECM, Electronic Content Management, qui gère donc le process du document, c'est-à-dire que le document est archivé, mais en plus de ça, il a un cycle de vie, donc il va être transformé au fur et à mesure, donc son utilisation reste dans le cloud. Et pourquoi on travaille avec ce prestataire-là? Parce qu'il a une charte environnementale où la réplication, c'est-à-dire l'enregistrement d'un même document, n'est que sur 3 serveurs maximum dans le monde. Et moi, je pense que dans 10 ans, on va avoir un problème dans le monde, c'est-à-dire qu'on aura tellement dématérialisé, et de manière parfois un peu sauvage à certains endroits, ce qui fait qu'on va avoir une multiplication des serveurs. Donc ça va participer au réchauffement. Donc il va y avoir un équilibre à trouver entre quelle est la juste mesure de ce que je dématérialise, ce dont j'ai besoin, quelle est la tradition papier. Il ne faut pas oublier qu'il y a une tradition papier, qui a des pans de notre société, pas forcément économiques, mais qui peuvent être judiciaires, qui peuvent être immobiliers, qui peuvent être dans la mémoire en général, où on va avoir du papier, des archives papier qui sont difficilement numérisables aujourd'hui,
où il y a des documents qui sont sur le papier. Pourquoi? Parce qu'on est en échange avec d'autres parties du monde qui ne sont pas numérisées. Donc le papier existera, mais par contre, il faudra la bonne machine au bon endroit. Donc je pense qu'on sera dans un travail de dimensionnement, une fois de plus, de l'utilisation des outils. C'est ce que je commence à faire aujourd'hui, en fait. On dimensionne l'utilisation des outils et on fait prendre conscience, en fait, aux entreprises et aux organismes. Dans l'histoire, l'armée a développé des choses militaires qui ont été utilisées dans le civil. Et aujourd'hui, dans le civil, on se rend compte que c'est plutôt les entreprises qui amènent des concepts qui après sont réutilisés par les États ou en tous les cas par le service public. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on ait une vue long terme. Il faut qu'on ait un plan à long terme. Et ce plan à long terme va amener des actions à moyen terme, à court terme. Je pense qu'aujourd'hui, on est trop dans le court terme. En Polynésie et ailleurs, hein. C'est pas que en Polynésie, attention, c'est partout dans le monde. On parle de la France, on parle de l'Europe, même s'il y a des politiques long-termistes, quand on descend vraiment finement dans la société et qu'on arrive dans un village perdu au milieu de nulle part, on va avoir la même problématique que sur un atoll en Polynésie. Quand on va être dans une commune assez importante en France, on va avoir la même problématique que dans la zone urbaine de Papeete, de l'île de Tahiti. Donc en fait, les problèmes sont partagés partout dans le monde. Mais par contre, il ne faut pas se fermer les yeux. Il faut plutôt s'ouvrir et essayer d'aller voir ce qui se passe ailleurs et comment on peut en tirer le meilleur parti et comment on l'adapte. On l'adapte à notre culture polynésienne, et on l'adapte à nos us et coutumes de tous les jours, notre quotidien, notre façon de faire, notre façon de travailler. Mais surtout, il faut qu'on arrive à se transformer la manière dont on a de se projeter dans l'avenir. Et ça, aujourd'hui, il n'y a que les jeunes qui peuvent le faire. Parce que les anciens sont trop anciens. Mais c'est générationnel. Moi, j'ai connu l'arrivée de l'Internet. Moi, petit, il n'y avait pas de télé. Enfin, on avait une télé à la maison en noir et blanc. Après, on a évolué en couleur. L'Internet, je l'ai vu naître. Aujourd'hui, j'ai mon fils, il est né dans l'Internet. Un écran, quand on lui parle de films en noir et blanc, il me regarde avec des yeux comme ça. Il me cite des nouvelles chansons qu'il a sur tel ou tel site de musique. Et je lui dis, attends, je vais te faire écouter l'original. Que je peux avoir en 45 tours ou en 33 tours. Alors voilà, on a un débat générationnel. Mais le débat devrait se transformer en discussion. Parce qu'ils ont une technologie, mais nous, on a une utilisation. On n'avait pas de plastique, on utilisait des cagettes pour aller au marché, pour acheter les légumes, les fruits et légumes. On a interdit les cagettes pour développer le plastique, on en revient. Finalement, maintenant, on a des sacs qui durent longtemps, des sacs de toile en jute, etc. Donc il faudrait aussi qu'on se rapproche un peu des anciennes générations, parce qu'on avait des systèmes qui existaient. La bouteille qu'on ramenait, la consigne, c'était pas que la bouteille de gaz, il y avait la bouteille de verre, il y avait tout un tas de choses. On a peut-être des consignes à faire. Moi, je suis en train de réfléchir à une consigne, par exemple, sur les cartouches. Elle est faite d'une manière aujourd'hui, c'est-à-dire que ça participe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la cartouche est dans la démarche. Quand on est sur le site internet Pacific Store pour les particuliers qui achètent leurs cartouches, ils ont le droit à une réduction s'ils nous ramènent une cartouche vide. Mais on pourrait peut-être fonctionner en consigne, voilà, j'y pense. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des systèmes anciens qui étaient très bons, qui n'ont pas su s'adapter avec la modernité parce que la vue capitalistique a amené une utilisation à outrance des ressources. Et aujourd'hui, on a une génération qui arrive en se disant attention, on n'est peut-être pas dans le bon timing déjà, parce qu'il y a réchauffement climatique, et on prend conscience de tout ça. Donc quelles sont les actions qu'on va mener? Les actions qu'on va mener, ça peut être tout simplement faire des opérations de tri chez soi, et puis ça peut aller jusqu'à l'entrepreneuriat, ce que j'ai pu faire. Voilà, on va entreprendre quelque chose, on va créer un service. L'idée, c'est pas de gagner des salaires mirobolants, c'est pas d'être chef d'entreprise pour avoir la belle vie, mais c'est pour faire quelque chose de sa vie, d'intelligent, qui impacte positivement le monde qui nous entoure et qui diminue l'impact carbone. Voilà, c'est un petit peu le dada d'aujourd'hui. Si en plus avec ça on peut vivre convenablement, ben, tant mieux. Mais je pense que les pouvoirs publics devraient favoriser ces démarches-là, devraient aider ces démarches-là. On a beaucoup d'entrepreneurs polynésiens, plus ou moins jeunes, qui ont des très bonnes idées, mais par manque de financement ou par manque de conditions favorables ou de lois qui ne sont pas forcément favorables, de fiscalité pas forcément favorable, ou d'accompagnement tout simplement, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de monde associatif qui accompagne, en fait, n'ose pas. Donc en fait on pourrait oser. Après on pourrait avoir aussi une politique un peu plus projetée et puis un peu plus structurante. Les îles Baléares par exemple, qui sont un territoire de l'Espagne, ont interdit l'importation de plastique à usage unique. Voilà, purement et simplement. Ça veut dire
interdiction d'importer des cartouches et des tonnerres de marque. Obligé d'importer du reconditionné. Alors je ne dis pas qu'il faut faire ça pour me favoriser ou favoriser d'autres entreprises, mais entre rien et l'extrême, il y a peut-être un juste milieu qui nous emmène vers l'extrême. C'est parce que pour leur insularité, et ça coûtait trop cher. On est aussi en insulaire, on peut peut-être réfléchir à tout ça. Voilà, il y a plein de choses qui existent. Nous, on est dans une démarche dans le réemploi. On a développé une constellation de services. Je t'ai pas parlé de, par exemple, un client qui n'imprime qu'en A4 et qui a de temps en temps des A3, ben on va lui imprimer pour lui, ça lui évite d'avoir une grosse machine. Souvent, ce sont nos clients qui nous ont amené, nos partenaires qui nous amènent des idées. Donc il faut écouter et puis il faut avancer avec ça. La première étape, c'est oser. C'est oser parce que si on ne fait rien, il ne se passera jamais rien. Déjà. Et c'est pas parce que on va faire qu'on va réussir du premier coup. Mais si on rate, on va apprendre des erreurs. Donc la deuxième fois qu'on essaiera, on sera un peu mieux préparé. Et puis un jour, on réussira. Et puis quand on va réussir, on n'est pas arrivé. On a juste fait un pas. Après, il faut durer. Et là, on peut avoir des étapes, des obstacles. On peut tomber. Le Covid, on aurait pu disparaître au moment du Covid, hein, tout simplement. Hein. On a pris sur nous, on a conservé nos emplois, on a fait des prêts garantis par l'État qu'aujourd'hui il faut rembourser et qui nous coûtent très cher. Mais on est content de l'avoir fait parce qu'on va arrivé à redémarrer. Encore un peu de travail et on va revenir à l'équilibre. Mais voilà, on sait qu'on peut avancer. Donc je dirais, peu importe ce qui arrive, et ça ce sont nos anciens qui le disent, hein, le travail paye toujours. Donc il faut oser, après il faut travailler, et puis après il faut en parler autour de soi. Parce que j'ai aussi appris ça, parce qu'on peut avoir tendance à se dire « Ah, j'ai une super idée, j'en parle pas parce qu'on va me la piquer » et tout ça. Alors qu'en fait, en parlant autour de soi, certaines personnes, on va vite se rendre compte qu'il y a des personnes avec qui on va pouvoir matcher et qui ont un intérêt, et qui vont nous apporter soit leur aide, soit un conseil, soit une levée de fonds, soit nous dire « Ah tiens, tu devrais voir avec un tel ou telle association qui aide, etc. » Après, il y a Initiative Polynésie, par exemple, qui existe, qui va aider à financer la partie en propre de l'entrepreneur qui n'a pas suffisamment de patrimoine pour pouvoir faire un emprunt à la banque ou à la Sofidep pour pouvoir initier son activité. Donc souvent on se bloque là en disant bah, j'ai pas de sous, la famille ne veut pas forcément prêter. Oui, mais il y a quand même des choses qui existent. Et si on en parle, on peut le savoir. D'un point de vue financement, il y a beaucoup de choses qui existent. Il suffit de se rapprocher même du ministère en charge. Hein, on va donner des idées. Ce que je veux dire par là, c'est à partir du moment où on ose, à partir du moment où on se met au travail et qu'on en parle autour de soi, on va vite rencontrer des énergies positives, et tout ça c'est énergétique. Et ces énergies-là vont nous emmener dans une spirale positive. Et on sera préparé à avancer et à se relever quand on va tomber. Il y aura toujours quelqu'un pour nous donner la main. À partir du moment où on est droit dans ses bottes et où on ne perd pas le cap que l'on s'est fixé. Je crois que ça, c'est important. Se fixer le cap, et après, peu importe ce qui se passe, on garde la boussole sur le cap qu'on s'est fixé.